Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de ce journal. 12 mois de prison pour subornation des témoins. C'est la sentence confirmée ce lundi par la CPI contre Jean-Pierre Bemba. Un air de liberté pour Victoire Ingabire, l'opposante rwandaise, et plus de 2000 autres prisonniers ont été graciés par le président Kagame. Dans ce journal, nous irons au Mozambique où des rubis censés améliorer la vie des habitants d'une communauté sont devenus un cadeau empoisonné. Bonsoir. On le disait en titre, la Cour pénale internationale a confirmé ce lundi la condamnation de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président congolais, écope de 12 mois de prison pour subornation de témoins, une peine qu'il a déjà purgée. En liberté provisoire après avoir passé plus d'une décennie au centre de détention de la CPI à La Haye, Jean-Pierre Bemba traîne avec lui cette condamnation qui lui a valu d'être exclu par la Cour constitutionnelle de la présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Pour décortiquer cette actualité, retrouvons tout de suite Henri-Désiré Nzouzi, journaliste et analyste politique. Vous êtes en direct de Bruxelles. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, John. Alors, plus d'une décennie au centre de détention de la CPI à La Haye pour écoper en fin de compte de 12 mois de prison. Votre analyse de ce verdict? D'abord, préciser que ces 12 mois ne seront pas purgés puisque comptabilisés dans les années qui ont déjà été passées par Jean-Pierre Bemba en prison. Il faut quand même rappeler qu'en appel, le procureur avait requis 5 ans. Alors, évidemment, je peux tout à fait comprendre la déception des partisans de Jean-Pierre Bemba, mais c'est néanmoins une petite victoire dans la mesure où c'est 12 mois et que ces 12 mois ne seront pas purgés. Alors, Jean-Pierre Bemba a été disqualifié pour la présidentielle de décembre prochain, on le disait, à cause de ses affaires de la CPI. Qu'est-ce que cela signifie pour sa carrière politique? Vous savez, sa carrière est loin d'être terminée. Vous savez ce qu'on dit généralement en politique, tant qu'on ne meurt pas, on a toujours des chances de rebondir. Je pense qu'il lui appartient maintenant de savoir comment peser sur la suite du processus. Il reste incontestablement un des leaders les plus importants de l'opposition. Il peut être utile et peut-être même avoir un rôle déterminant dans la victoire, si tant est qu'elle est acquise pour le candidat qui pourrait éventuellement être désigné comme candidat commun de l'opposition. Alors, à propos de la présidentielle du 23 décembre, l'opposition semble ne pas être satisfaite avec les conditions de son organisation. Un mot là-dessus? Oui, vous savez, il y a des questions pendantes. Le fichier qui est évidemment problématique, la machine à voter qui pose problème, la décrispation politique qui ne vient toujours pas, et puis des rumeurs ou en tout cas des velléités de transition, alors que l'on a en ce moment en tout cas le sentiment que le processus est en train de piétiner. Ce qu'il faut simplement avoir présent à l'esprit, c'est que l'opposition devra absolument éviter le piège du suicide collectif, c'est-à-dire attendre statiquement que les choses se réalisent en étant placé sur le fait accompli, ou alors créer les conditions d'une modification, en tout cas des conditions d'organisation du scrutin, c'est-à-dire un report éventuel qui pourrait se solder par une transition, mais ce serait trop tôt pour se prononcer en tout cas. En quelques secondes, Henri, les chances de réussite d'un candidat unique? C'est difficile à dire. Il faudra simplement surmonter les égos et privilégier l'intérêt général. Voilà. Et Jean-Pierre Bemba qui entend soutenir cette candidature unique de l'opposition si elle venait à être effective? Écoutez, son soutien sera déterminant puisqu'il est extrêmement populaire à l'ouest du pays et ça peut être un atout
pour le candidat qui pourrait être choisi. Mais n'allons pas trop vite en besogne, le chemin est encore très long. Henri Désiré Zouzi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. De nombreuses personnes, autre actualité, ont manifesté ce lundi à Addis Abeba, en Éthiopie, contre les violences intercommunautaires du week-end. Ces violences ont fait 23 morts dans la région Oromo, en périphérie de la capitale éthiopienne. Selon le chef de la police cité par l'agence officielle ENA, un groupe organisé a perpétré une série de meurtres et de pillages à Bourayou, à l'ouest d'Addis Abeba. Quelques 200 suspects ont été interpellés et il a fallu un fort déploiement des forces de sécurité pour rétablir l'ordre. C'est un air de liberté que respire désormais Victoire Ingabire après avoir été condamnée à 15 ans de prison en 2012. Figure emblématique de l'opposition rwandaise, elle fait partie des quelques 2000 prisonniers graciés samedi par le président Paul Kagame. Raïssa Gironda. Après 8 ans derrière les barreaux, l'opposante rwandaise de 49 ans tient désormais un discours d'unité. J'ai continué à m'informer sur ce qui se passait dans le pays. Beaucoup de choses ont été accomplies et je suis convaincue que nous pouvons faire beaucoup plus de choses si nous sommes réunis. Après 17 ans d'exil aux Pays-Bas, cet économiste annonce sa candidature à l'élection présidentielle de janvier 2010 contre Paul Kagame. Elle a été empêchée de se présenter, les autorités l'accusant de nier le génocide de 1994 pour avoir demandé que les auteurs de crimes contre les Hutus soient eux aussi jugés. Un chanteur très populaire au Rwanda, arrêté en 2015 et condamné à 10 ans de prison pour conspiration en vue d'assassiner le président, a aussi recouvré la liberté. Ce que je sais, c'est que le président a un bon cœur. Je le connais comme quelqu'un qui pardonne aux gens et j'espérais qu'il le ferait. Réélu pour un troisième mandat en août 2017, Paul Kagame est salué par la communauté internationale pour la reprise économique du Rwanda après le génocide. Ses adversaires estiment que ce développement économique s'est fait au détriment des libertés civiques. Contacté par la VOA, Ingabire dit espérer que cette grâce soit le symbole de l'ouverture de l'espace politique dans le pays. Je vais essayer de contacter les autorités pour essayer de plaider la cause de mes compagnons de lutte. Vous savez aussi qu'il y a les membres de mon parti politique qui sont là. Ça ne donne pas une bonne image de notre pays. 8 responsables du parti de Victoire Ingabire sont toujours en détention, tout comme une autre opposante, Diane Rwigara, qui avait tenté de se présenter à la présidentielle de 2017. Au Maroc, les autorités ont décidé de rétablir le service militaire obligatoire d'une durée d'1 an pour tous les hommes et les femmes âgés de 19 à 25 ans. Mais 3 semaines après cette annonce, la mesure continue de diviser la jeunesse marocaine. Les précisions avec Dili Diko. Le Palais Royal a annoncé dans un communiqué que le rétablissement de la conscription, 12 ans après sa suppression, a pour but d'améliorer l'intégration des jeunes dans la vie sociale et professionnelle. Pour certains jeunes marocains, faire son service militaire est avant tout un devoir envers la patrie. Si je fais mon service militaire, je vais défendre ma famille et également mon pays, car je suis marocain. Beaucoup de jeunes sont sans emploi et je pense que le service militaire est une bonne formation pour eux. Nombreux sont ceux qui voient le service militaire comme une opportunité d'emploi rémunéré pour des jeunes désœuvrés. D'autres le perçoivent comme une manière d'atténuer les mouvements de protestation. Par ailleurs, le côté obligatoire de la mesure en refroidit plus d'un. Je pense qu'il faut d'abord finir ses études et après voir si l'on veut faire son service militaire ou pas. On ne devrait pas aller en prison en cas de refus. Je ne pense pas que ça peut être applicable à tout le monde parce que par exemple des gens qui ont leurs études, qui bossent ou qui étudient à l'étranger, je ne trouve pas ça très constructif pour eux qui devraient arrêter leurs études ou venir après leurs études au lieu de commencer directement dans leur vie active. Avant que le service militaire obligatoire soit rétabli au Maroc, le texte doit être débattu au Parlement en octobre et la mesure inscrite dans le projet de loi de finances. On vous amène maintenant au Mozambique pour vous raconter l'histoire des rubis maudits d'un taureau. Pour les habitants de ce village situé dans le nord du pays, la découverte de rubis en 2009
n'a engendré ni richesse ni prospérité, bien au contraire. Les pierres précieuses ont précipité le village dans une spirale de violence et de souffrance. Salwa Jafari. Il y a un peu moins d'une décennie, les habitants du village de Ntoro menaient une vie certes très modeste, mais paisible et sans histoire. Mais un jour, un bûcheron fit une découverte qui allait changer le visage de cette communauté à jamais. Des rubis, une montagne de rubis. La vie ici était bien, les gens avaient des fermes, les gens avaient la possibilité de cultiver et de vendre les produits pour gagner de l'argent. Mais maintenant, nous sommes affamés. La découverte s'est révélée être un cadeau empoisonné. Le village de Ntoro, situé au sommet des gisements de rubis, a été pris pour cible par des gangs. Ils ont brûlé des maisons et détruit les biens des villageois pour les forcer à déménager. Le jour où la sécurité du MRM est arrivée dans notre village, ils avaient une grosse machine et ils ont détruit nos maisons, ils nous ont pourchassés et ont également incendié nos maisons. Sur la route du village, des dizaines de panneaux avertissent les villageois. Vous êtes dans la concession minière de MRM. Il est interdit de cultiver, de construire des maisons et de creuser les mines. Conformément à la loi mozambicaine, MRM a promis de reloger la population hors de sa concession. Mais le déménagement s'éternise. En ce qui concerne la réinstallation, le vrai problème est que le gouvernement nous mène en bateau. Ils parlent, mais ils n'agissent pas. Déterminés à se défendre, une centaine de Mozambicains ont entamé une poursuite en Grande-Bretagne, alléguant de graves atteintes aux droits de l'homme. Beaucoup réclament leur indemnisation pour pouvoir s'installer ailleurs et se défaire à jamais de la malédiction des rubis de Ntoro. Au Nigeria, catastrophe naturelle déclarée ce lundi par les autorités après la mort de plus de 100 personnes. Des décès survenus à la suite de pluies diluviennes qui ont fait déborder de leur lit plusieurs rivières. Cette déclaration de catastrophe naturelle doit permettre la mobilisation des ressources militaires et autres dans 12 États gravement touchés. Le président Muhammadu Buhari a autorisé le déboursement de l'équivalent de 8,2 millions de dollars pour aider les sinistrés. En 2012, des inondations similaires avaient tué plus de 350 personnes et détruit des dizaines de maisons, fermes et autres biens. Ici aux États-Unis, au moins 15 personnes ont perdu la vie après le passage de l'ouragan Florence sur une partie de la côte est du pays. Les États de Caroline du Nord et de Caroline du Sud sont les plus touchés. Florence a été rétrogradée en dépression tropicale dimanche. Mais les rafales de vent et les pluies diluviennes tombées depuis vendredi sur les deux États du Sud-Est restent en danger pour les habitants. Le centre et l'ouest de la Caroline du Nord ainsi que la Virginie n'ont pas fini avec les intempéries, a averti le patron de l'Agence fédérale des services d'urgence, Brock Long. Toujours en rapport avec la météo, le passage du typhon Manhut a fait au moins 65 morts aux Philippines, un bilan qui s'est alourdi dans la nuit de dimanche à lundi après le retrait de nouvelles dépouilles du site d'un énorme glissement de terrain dans le village d'Itogon, dans le nord du pays. Selon les autorités, plus de 155 000 Philippins sont toujours dans des centres d'évacuation 2 jours après le passage du typhon, le typhon Manhut, qui a également causé de nombreux dégâts à Hong Kong et entraîné l'évacuation de millions de personnes en Chine. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Un vent de propreté souffle sur la baie de Han au Sénégal. L'opération nettoyage est passée par là. Promesse tenue pour le premier championnat d'Afrique de football freestyle. C'était ce week-end au Nigeria. Et puis Liverpool de Sadio Mané et Mohamed Salah ouvrent le bal en Ligue des champions UEFA face au PSG. Nous sommes lundi et c'est un jour consacré à la diaspora africaine, une diaspora qui entreprend et nous sommes là pour la présenter. Notre invité ce soir se nomme Léopold Ekwa Ngale. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre CV en dit long sur vos entreprises. Si on devait vous qualifier, vous êtes plutôt entrepreneur ou bien consultant en affaires? Ça, c'est vraiment une très bonne question. Parce qu'effectivement, je me considère comme consultant en affaires. Après avoir toutefois passé plus de 20 ans à créer, à développer des entreprises en Afrique. Mais je suis passé dans une phase de ma vie où je considère que je serais plus utile pour à la fois l'Afrique et l'Amérique en apportant mes conseils pour savoir comment effectivement résoudre nos problèmes en développant plus les affaires. Alors, vous êtes d'origine camerounaise et vous êtes installé aux États-Unis depuis des années. Qu'est-ce qui a justifié le choix des États-Unis et comment les choses se passent pour vous depuis que vous êtes là et jusqu'à ce moment? Ce qui a justifié mon choix est simple. C'est qu'après avoir développé mon entreprise pendant plus de 20 ans, nous avons créé une usine au Cameroun de transformation des aciers pour laquelle on a dû s'associer à des partenaires locaux. Et malheureusement, après avoir lancé la production de cette usine-là, nous avons eu des différends et des accords stratégiques sur la façon d'organiser la structure de cette entreprise. Et j'ai décidé de prendre une année sabbatique après plus de 20 ans de travail. Et comme mes filles se trouvaient aux États-Unis, je n'avais pas eu beaucoup de temps pour leur consacrer pendant longtemps. Je me suis dit, je vais rester à côté de mes filles pour pouvoir avancer, réfléchir, quoi faire de plus pour l'Afrique. Alors, on comprend que vous avez donc suivi vos filles. Le constat qui se dégage aujourd'hui, c'est que beaucoup d'investisseurs s'intéressent à l'Afrique, mais en même temps, on a l'impression que les Africains eux-mêmes ne semblent pas avoir un intérêt particulier pour cet engouement. Comment le susciter? Oui, vous posez là un problème dont je me permets quand même déjà de redresser l'importance. Parce que l'enjeu, c'est quoi? La population africaine est prévue de grandir 1 milliard, 1,6 milliard d'ici 2030. Et avec une population jeune très, très importante. Ce qui veut dire qu'il faut que l'Afrique arrive à créer à peu près 20 millions de nouveaux emplois par an pendant toute cette période-là, pour lutter contre la pauvreté. Parce que c'est ça l'enjeu. Comment sortir nos populations de la pauvreté? Et tout ce qui peut faire qu'on puisse résoudre le problème de la pauvreté, c'est de créer des emplois qui donnent une stabilité en revenus à ces personnes. Ce sont les entreprises qui créent ces emplois-là. Effectivement, vu cette dimension et l'importance de tout ce qu'il faut faire, on peut penser que l'Afrique ne fait pas assez. Mais l'Afrique est diverse. Et je peux vous rassurer qu'avec tout ce que je fais ici à partir des États-Unis, on a des pays qui avancent beaucoup dans l'encouragement, je dirais, de la création des entreprises et donc des emplois sur le continent. Alors, créer des entreprises, ça demande des financements. Quels conseils pourrez-vous donner aux jeunes qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas comment s'y prendre? Le premier conseil que je donne aux jeunes, et justement, je vais organiser, je ne sais pas que je vais participer à une conférence le mois prochain à Howard University, qui concerne Startup Africa, qui concerne comment aider les jeunes à créer des entreprises en Afrique. Mais la première des choses que je dis souvent aux jeunes, à partir de ma propre expérience, où j'ai commencé avec $1 700, c'est que vous n'avez pas besoin de financement. Le financement n'est pas le plus gros handicap que vous avez. Vous pouvez commencer quand vous maîtrisez votre vision, voilà, ce que vous voulez apporter, transformer. D'autres éléments peuvent servir. Un très bon conseil. Donc, merci Léopold Ekwa Ngale d'être venu. Merci beaucoup. Direction Dakar, au Sénégal, pour parler de l'opération nettoyage. Des volontaires et des employés de l'Office national sénégalais de l'assainissement sont mobilisés contre la pollution des plages. Une première action symbolique de nettoyage s'est déroulée sur une partie de la baie de Han. Arzouma Compaoré. La baie de Han. Sachets plastiques et ordures en tout genre ont envahi la plage, faisant d'elle l'une des plages les plus polluées du Sénégal. Une situation qui a poussé les habitants de la zone à réagir. On va retrouver la baie dans son lustre d'antan,
qui, comme tout le monde le savait, faisait partie des plus belles baies donc, du monde. Mais malheureusement, du fait de l'homme, la pollution industrielle, on a vu la baie se dégrader des années durant. Pour Mactar, comme pour l'armée de volontaires sortis pour nettoyer la plage de Han, il ne s'agit pas seulement de restaurer la belle image de jadis. Il y va aussi de la santé de la population. Rien qu'à faire le tour des structures de santé ou des habitants, il est clair qu'il y a des maladies hydriques liées à l'eau, à la pollution de l'eau qui ont donc apparu au fil du temps. Les autorités locales ont donc été saisies. Un accord de financement de 20 millions d'euros a été signé entre le gouvernement sénégalais et la coopération néerlandaise pour un important projet de nettoyage de la baie. Si vous voyez du sable noir, vous voyez une plage noire, c'est la pollution industrielle en fait qui est importante. C'est vraiment pour vous dire que de ce point de vue, il fallait mettre à contribution donc, les entreprises, il fallait les associer à cela. La réussite du programme d'assainissement de la baie nécessite aussi une participation active des habitants. Bon, je pense qu'il faut faire, comme je l'ai dit, une grande activité de sensibilisation des populations pour leur montrer l'importance de l'environnement. Selon les responsables, le projet de nettoyage devrait commencer d'ici la fin de l'année et durer entre 3 et 5 ans. Et Yacouba Ouedraogo nous a rejoint pour les sports. Yacouba, on a beaucoup parlé de foot ce week-end sur le continent. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Ce fut effectivement un week-end de coupe africaine sur le continent. Les quarts de finale allés de la Coupe CAF ont permis notamment à l'AS Vita Club, vainqueur 3-1 contre la Renaissance Berkane, et au Raja Casablanca, 2-1 à Brazzaville, de prendre une option sur la qualification. Par contre, l'USM Alger s'est mise en difficulté en s'inclinant en Égypte contre Al-Masri. Les matchs retour auront lieu le 23 septembre. Toujours sur le continent, les quarts de finale allés de la Ligue des Champions ont plutôt été très serrés. Les Algériens de Sétif se sont imposés devant le Wydad Athletic Club, champion d'Afrique en titre. Le derby tunisien entre l'Espérance et l'Étoile du Sahel a tourné en faveur des 100 et or, victorieux 2-1. Le match retour s'annonce compliqué par contre pour Oroya de Guinée, tenu en échec 0-0 par Al-Ali à Conakry, tout comme pour Agosto, qui n'a pu marquer à domicile devant le TP Mazembe. Et puis une Ligue des Champions qui en cache une autre demain. En Europe, Liverpool de Sadio Mané et Mohamed Salah accueille le Paris Saint-Germain à l'occasion de la première journée des matchs de poule en Ligue des Champions UEFA. Ce sera dans le groupe C. Ce match s'annonce palpitant entre deux équipes en forme dans leurs championnats respectifs. Après 5 journées en Première Ligue comme en Ligue 1, Liverpool et PSG ont fait un sans faute avec 5 victoires en 5 rencontres. Et puis, même Jürgen Klopp, coach de Liverpool, reste admiratif de cette rencontre, qui n'aurait en aucun cas raté, qu'il soit coach ou pas. Suivez. J'ai dit plusieurs fois, j'aime ce genre de défis, mais je les aime seulement parce que j'ai vraiment une bonne équipe de football. Je l'ai dit l'année dernière, même si je n'étais pas coach, je regarderai ce match. Ici, aux États-Unis, toujours dans le cadre du foot, Zlatan Ibrahimovic a inscrit le 500e but de sa carrière. Et quel but? Regardez. Lifts it into the area. Ibra scores! That is number 500! Absolutely fantastic. A little chip of a ball over the top from Jonathan Dos Santos. And are you kidding me with this goal? Holy! Oh my Lord, unbelievable. Look at this, just a little spin move, little back heel karate chop. Done in Ibrahimovic style. The Lions are out of this, well, no matter what, even the Toronto... Depuis donc Zlatan, un somptueux retourné acrobatique qui n'a pas pu empêcher la défaite des Los Angeles Galaxy, battue 5-3 par Toronto FC samedi dernier, donc en MLS. Du foot toujours. En freestyle, cette fois-ci avant de se quitter, le premier championnat d'Afrique de football freestyle a tenu toutes ses promesses le week-end écoulé à Lagos. Au Nigeria donc, à l'arrivée, c'est l'Ivoirien Abdoulkader Koné qui a été sacré vainqueur. Suivez. L'histoire retiendra que c'est Abdoulkader Koné qui a enlevé le trophée du tout premier championnat d'Afrique de football freestyle. Je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux. Je n'ai pas de mots. Et après ça, moi je compte jouer au football et essayer d'apprendre beaucoup de choses aussi en Afrique.
Pour en arriver là, l'Ivoirien a dû faire face à des adversaires venus de 20 pays d'Afrique pour exhiber leur savoir-faire. Il a alors déposé l'Égyptien Youssef Eyman Riesco dans une salle bouillante. C'est un jeu de concentration et si vous vous déconcentrez pendant quelques secondes, vous risquez de perdre la partie. Il ne s'agit pas en réalité d'être le meilleur freestyler en général, mais plutôt d'être le meilleur en ce moment dans cette compétition. Je pense que c'est ce qui m'est arrivé peut-être aujourd'hui dans la phase finale. Le football freestyle est devenu populaire dans le monde. Jusque-là, il n'y avait pas de compétition internationale en Afrique. International Limited, organisatrice de ce championnat, compte en faire un événement annuel. Il s'agit de créer un environnement propice à ces jeunes talentueux pour qu'ils puissent vivre de ce sport. En gros, ce que nous voulons, c'est les aider à développer leur talent au point de devenir des superstars et pouvoir vendre leur image aux personnes et aux entreprises qui voudraient bien en profiter. En attendant, Abdulkader Koné peut profiter de ces $3000 alloués aux vainqueurs de l'édition 2018. En plus de cela, il bénéficiera d'un voyage au Royaume-Uni où il pourra exhiber son talent à la mi-temps des matchs de Première Ligue. Félicitations donc Abdulkader Koné et à vous, on se dit à demain. Merci Yacouba Ouedraogo, j'aime bien ce foot freestyle. Toujours dans le registre des compétitions, mais cette fois on parle de drones. Les meilleurs pilotes de drones du monde ont fait vibrer leurs fans vendredi dernier en Arabie Saoudite. C'était à l'occasion de la finale de la Drone Racing League. 10 pilotes venant des États-Unis, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne et de France se sont qualifiés pour la finale qui se déroulait à Jeddah. 4000 personnes ont participé à la phase finale organisée en coopération avec la Fédération saoudienne pour la cybersécurité et la programmation. Le sport de drone, qui a commencé en 2010, attire de plus en plus les jeunes en Arabie Saoudite. Et on termine par cette belle surprise pour l'un des plus fidèles auditeurs de VO Afrique. Alphonse Mbouaki a récemment reçu à Kinshasa un certificat de reconnaissance de VO Afrique. Cet auditeur exceptionnel suit les programmes de VO Afrique depuis plus de 30 ans. Félicitations donc à Alphonse Mbouaki qui a d'ailleurs remercié VO Afrique à travers une lettre dans laquelle il s'est dit émerveillé de cette considération inattendue. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.